Scandale de la dépakine, on savait depuis fort longtemps, depuis les années 80. Ah oui, moi j'ai été scandalisée que cette molécule avait des effets tératogènes. C'est pour ça qu'Élise a quand proposé ce sujet, j'ai dit mais oui, parce que, écoute, j'ai fait de la pédiatrie générale longtemps avant de faire que de la cancérologie, donc en 82-83, je me souviens parfaitement qu'on savait. Je me suis dit, mais je dois rêver, quoi, je dois me tromper. Et en fait, on a vite retapé sur Internet PubMed, on a plein de publications disant que, effectivement, l'ensemble des anticonvulsivants sont à risque tératogène. Donc, toute femme enceinte qui est sous antiépileptique, qu'elle fasse très attention. Et si elle peut quand même essayer de plus ou moins arrêter, c'est mieux. Mais surtout qu'on savait très bien que la dépakine était un... 3 fois plus que les autres. C'est un article français, à 82. Il y a des publications internationales, il y en a plusieurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer quand même que les médecins internationales. Oui, mais ça c'est un problème justement. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que les médecins ont le devoir de se renseigner? Mais ils ont le devoir, effectivement. Oui, mais enfin, Nicole, vous ne pouvez pas dire ça. Quand on est malade, on fait confiance à son médecin. Son médecin, il est censé être informé. Maintenant, vous avez expliqué en long, large et en travers que le médecin, il est sous la pression et de sa bureaucratie qui lui impose de choisir un certain nombre de traitements. Mais ça, les gens ne le savent pas. Ah, ben, il faut quand même qu'ils sachent. Ils votent aussi. Je veux dire, on leur met la loi de santé, on leur dit vos mutuelles, vous allez avoir des réseaux de santé, on va vous imposer. Alors, quand c'est pour tel type de lunettes, c'est peut-être pas grave. Mais vos mutuelles, vous imposez à vos médecins un certain nombre de médicaments. Il faut que les gens se renseignent. On n'en sortira pas. Donc en gros, aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance uniquement à son médecin, il faut aller se renseigner ailleurs. Dans la mesure où le pauvre médecin n'a plus de liberté de soigner, le médecin n'a plus de liberté de soigner. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et n'est pas informé. Il y a aussi qu'il ne sait même pas. Mais est-ce que ce n'est pas de son devoir de s'informer lui-même quand même? Il faut par exemple qu'il s'abonne à prescrire, c'est le seul qui soit indépendant. Sinon, ce sont les labos qui font la formation. Il y a 15 000 médecins inscrits, abonnés à prescrire. C'est payant. Et il y a 200 000 médecins en France. C'est payant, ça doit être 500 € par an. Ça fait quand même qu'1,50 € par jour. Pour un médecin, il peut le faire. Il peut le faire. Bon. Et puis, il pourrait aussi s'informer aux sources. Il y a 5-6 grandes revues de médecine dans le monde qui ne sont pas indemnes de critiques, parce que ça, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure. Mais l'industrie pharmaceutique, elle ne finance pas que des experts. Elle finance entièrement les journaux, entièrement, et très lourdement. Si vous voulez gagner de l'argent, créez un journal médical qui publie pour l'industrie. Ah oui, parce qu'ici, c'est vrai que Nicole aime bien le rappeler, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt sur ce plateau. Oui, mais j'aime bien qu'on le mette en bas pour rappeler que c'est la loi que de mettre en bas de l'écran de télé. Il y a aucun... Bah oui, parce que si on le faisait sur les grandes chaînes TV et que le monsieur qui vous parle alors on va dire dépakine au hasard, comme ça, en 1980, vous dites c'est formidable, et si en bas on dit qu'il travaille pour le labo dépakine, eh bien il travaille pour le labo dépakine. C'est son droit, mais qu'on le marche. C'est la loi, c'est la loi. C'est son droit. S'il a l'autorisation de sa tutelle. Attention, c'est quand même limité. Je voudrais ajouter que le problème des experts est très très important. Et le Grenelle de l'environnement, je faisais partie de l'après-Grenelle de l'environnement avec Corinne Lepage, on a vraiment demandé, mais ça fait longtemps maintenant, une haute autorité de l'expertise. Avec chacun, pour les experts, chacun sa case, c'est-à-dire administratif, donc des laboratoires, des associations, on peut mettre aussi des experts judiciaires, chacun son étiquette. Et dans cette haute autorité de l'expertise, indépendante évidemment, avec la nomination qui sont surtout indépendantes, la question des lobbies, de contrôle des intérêts de tous, et ce que j'ai dit tout à l'heure, la question des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, la loi est de 2013. On n'a toujours pas, je crois qu'il y a un décret assez récent sur les lanceurs d'alerte, une commission qui existait déjà, et parce qu'on n'a plus d'argent, on va donner à cette commission qui se réunit, je crois, 2 fois par an, cette responsabilité du contrôle des lanceurs d'alerte. Et la France, la politique française, ne veut pas ce type de... C'est le contraire, hein, parce que quand le professeur Even alerte sur quand même les 4000 médicaments, c'est quand même du courant qui concerne tout le monde, c'est lui qui est poursuivi par le Conseil de l'Ordre. Il a 4 procès. Mais finalement, le Conseil de l'Ordre a perdu quand même. Oui, mais enfin, néanmoins, à la télévision, les gens ont entendu dire « Oui, mais le professeur Even, c'est un peu louche, là, le Conseil de l'Ordre le poursuit, oubliant quand même
même quand le conseil de l'ordre a été décrété sous Vichy, oui, comme quand même joyeux, bon c'est un peu différent, mais enfin joyeux, aucune raison d'être poursuivi par le conseil de l'ordre. Moi je suis poursuivie aussi par le conseil de l'ordre depuis ma retraite. On va pas faire le palmarès quand même de tout le monde. C'est important de dire que les lanceurs d'alerte actuels, enfin chez nous, on va avoir l'impression qu'on est dans un plateau clandestin de télévision. Non, mais tous les médecins ou pharmaciens opéreurs qui donnent l'alerte sont poursuivis par un conseil qui a été quand même créé sous Vichy pour dénoncer les médecins juifs, quand même. Faut quand même leur dire, quoi. Donc, ce conseil existe toujours, et malheureusement, on a quand même l'impression qu'il continue à faire la police, entre guillemets. J'aimerais qu'on finisse juste avec la Dépakine et qu'on découvre le témoignage que nous a apporté Sabrina Napri, qui est donc une patiente qui a pris de la Dépakine et qui a eu 2 petites filles sans arrêter son traitement. Bien évidemment, on ne l'avait pas informée de l'effet tératogène, donc de la elle n'avait pas tapé sur Internet. Et elle ne l'avait pas tapé sur Internet, effectivement, la pauvre. Donc ces 2 enfants présentent des troubles de développement, donc on va l'écouter. J'ai un traitement à vie de la Dépakine. Et donc, en 2002, j'ai eu ma première fille, qui a aujourd'hui 14 ans. Et lorsque j'ai accouché, j'ai fait 4 crises d'affilée. Et depuis ce jour-là, eh bien, on va dire que ma fille Elijah, enfin, surtout ma maman, s'était aperçue qu'elle avait eu des petits soucis. Alors moi, je lui ai fait faire un bilan psychomotricien qui a montré qu'elle avait un trouble de l'attention. Et donc, elle est beaucoup plus lente que les autres. Elle a beaucoup plus d'efforts à faire que les autres, en ce qui concerne l'école ou autre. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous, parents, parce qu'on ne sait pas quel mot mettre sur les difficultés de nos enfants. Donc, ce qui peut paraître un peu difficile pour nous aussi, parce que le rapport qu'on a avec nos enfants peut être conflictuel. Et lorsque j'ai su en 2015 qu'il y avait un problème de la Dépakine, je me suis dit, ah, peut-être que là, il y a une lueur d'espoir, parce que j'ai pu mettre des mots en écoutant des parents où leurs enfants sont autistes, où ils ont un handicap physique ou mental. Des fois, c'est tout ça en même temps, et c'est vrai que c'est très, très difficile. Alors, vous nous avez dit que vous aviez commencé à prendre de la Dépakine dès l'âge de 10 ans. Oui. Quand vous avez quand vous êtes tombée enceinte pour la première fois, est-ce que vous êtes allé voir un médecin et est-ce que ce médecin vous a mis en garde sur les possibles effets de la Dépakine sur votre enfant pendant la grossesse? Sur ma grossesse. Alors à l'époque, si je peux me permettre, moi ce qui me fait rire, c'est que sur les boîtes de Dépakine, il n'y avait pas marqué de risque pour la grossesse. Les boîtes, au jour du jour, oui, on le voit. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Lorsque j'ai été voir mon neurologue, ne m'a jamais dit qu'il y avait un quelconque problème, qui pourrait avoir un quelconque problème de la Dépakine sur le fœtus ou sur l'enfant, tout simplement. Et donc j'ai continué à prendre mon traitement. Là, on ne m'a pas prévenu. Je pense que même ne savait pas. C'est réellement en 2015 que j'ai pu mettre un mot sur ce que mes enfants pourront ou ont. Mes enfants sont encore jeunes. Je ne sais pas qu'est-ce qui va en devenir plus tard, comment elles seront. C'est pour ça que je veux me battre aujourd'hui. Le laboratoire Sanofi, quand même, elles sont responsables. C'est eux qui doivent payer pour ce qu'ils ont fait à des milliers d'enfants. Il s'avère quand même que tout ce qui est indemnité ou autre, c'est l'État qui va payer et non Sanofi. Et donc, ce qui correspond à l'État veut dire que c'est nous les contribuables qui allons payer. Et c'est très, on va dire que c'est injuste, parce que c'est pas à nous de payer les maux, ce qu'ils nous ont fait subir. C'est à Sanofi de payer. Alors, pourquoi nous, les contribuables, on devrait payer quelque chose qu'on n'a pas demandé, mais qu'on nous a fait?
Alors Marie-Odile Berthelat-Geffroy voulait peut-être réagir au sujet de l'encadrement des patients quand il arrive ce genre de choses comme avec la dépakine. Quels sont les recours, quels sont leurs moyens de se défendre face à cela ? Bien souvent, ce sont des associations qui prennent en charge les victimes au départ et ensuite qui les suivent jusqu'à... Alors, il y a deux difficultés, enfin, il y a deux problèmes à résoudre, l'indemnisation et de savoir ce qui s'est passé. L'indemnisation, donc, c'est ce qui peut être fait, c'est vraiment le plus tôt possible. Mais ce qui se fait, et depuis le sang contaminé, je vais vous raconter quand même dans le sang contaminé que les premiers hémophiles qui ont voulu déposer plainte, on leur a proposé à l'époque 5 000 francs. 5 000 francs, ils ont signé. Vous pouvez se racheter un vélo ? Oui, même pas un vélo. Mais en disant, on ne fera plus de procédure ni civile ni pénale. Donc cette indemnisation, c'est très bien. Ce qui est moins bien en ce moment, que ce soit pour le Mediator ou maintenant pour la dépakine, c'est que ce soit les contribuables qui oui, parce que c'est des fonds d'indemnisation publique en fait. C'est des fonds d'indemnisation publique. C'est hallucinant. Mais l'ONIAM, donc qui est chargé de ce fonds qui est chargé de faire la procédure, devrait se retourner contre les labos. Je n'ai pas connaissance du fait que des labos ont déjà payé. Dans d'autres affaires. Dans l'affaire du Mediator, par exemple, Servier n'a pas payé. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est très rare que le fonds d'indemnisation... En France, je parle de la France. Ouais. Oui. Parce que la France, c'est vraiment particulier. Quand il y a une plainte au pénal, paf, on indemnise. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Une plainte au pénal, attention, il peut y avoir des mises en examen, tout le monde aux abris. On peut s'en réjouir pour les victimes d'une certaine manière. C'est très bien pour les victimes. Mais ce qu'il faudrait, c'est un fonds d'indemnisation. C'est que l'État récupère cet argent après avec les industries coupables. Ou ce soit directement le laboratoire qui paie. Regardez Servier les difficultés qu'il a fait et qu'il va faire encore. Regardez pour le sang contaminé, c'est l'État qui a tout réglé. Pour l'hépatite B, la vaccination anti-hépatite B, c'est bien, c'est la même chose. Donc l'indemnisation, c'est bien et il faut que ce soit rapide. Mais il ne faudrait pas que ça retombe sur les contribuables. Bon, d'une part. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut vraiment savoir ce qui s'est passé pour faire de la prévention. Donc, que ces choses-là ne reviennent pas. Et moi, ça fait, vous avez dit 15 ans, ça fait plus de 20 ans ou 25 ans que je fais ce type de dossier et je vois que ça recommence, Là, maintenant, je ne suis plus magistrat, je vois encore la dépakine, je vois dans la presse, et dans la presse, et j'en prends je prends certaines affaires comme avocate, mais ça... Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? C'est qu'on ne fait pas ces retours d'expérience qu'on peut faire dans un hôpital. On ne le fait pas. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même qu'on sache ce qui a dysfonctionné pour que ça ne recommence pas. Mais ça, je le crois encore maintenant avec tous les ennuis que j'ai pu avoir comme magistrat, puisque je continue. Et vraiment, c'est incroyable que la France soit une exception par rapport à l'Europe ou par rapport aux États-Unis. Regardez les États-Unis, ils ont condamné tous les, que ce soit Smith Club, enfin bon, il y en a qui sont partis, mais des milliards de dollars. Et c'est les labos qui ont payé, c'est les labos. Les États-Unis, bon, ils ont un système beaucoup plus transparent, on va dire. Il faudrait de la transparence. Et il y a peut-être juste une petite précision. Vous avez expliqué tout à l'heure que c'était les victimes qui étaient regroupées en associations, en fait, qui permettaient de faire avancer les choses. On a souvent parlé des class action. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire en France? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire en France? On peut le faire pour l'alimentation. Pas dans la santé. Pas dans la santé. La santé Et que vaut cette exception alors? Enfin, pour quelle raison il y a cette exception? C'est couvert sur la marmite. La réponse est dans la question. Il n'y a aucune justification. Qui paye les campagnes électorales? C'est comme ça. Peut-être. Vous savez, il y a eu 20 procès dans ces 12 dernières années, 20 procès contre les grandes firmes américaines aux États-Unis pour des faits de ce genre. Les 20 fois, elles ont été obligées d'ouvrir leur dossier. Les 20 fois, on a trouvé dans les dossiers la preuve qu'elles savaient parfaitement le risque qu'elles faisaient prendre aux malades et qu'elles n'avaient pas révélé. Les 20 fois, elles ont été condamnées à une somme totale de 27 milliards de dollars.
ça paraît énorme, gigantesque. Ouais. En tous les cas, c'est plus cher que le Mediator, je crois. Mais oui, par rapport à leurs gains, c'est rien, comme d'habitude. Servier. Il faudrait que vous demandiez à Irène Frachon, qui suit cette affaire magnifiquement, et heureusement qu'elle est là pour pousser sans arrêt. Mais Servier a dû payer jusqu'à aujourd'hui 17 millions d'euros d'indemnité. Mais avec le Mediator, il avait gagné 720 millions d'euros. Oui, donc c'était une bonne opération, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. À chaque fois, voilà. Donc c'est comme ça finalement, à chaque fois, c'est comme ça que l'industrie pharmaceutique réagit. Je voudrais quand même répondre juste pour le retour, en retour d'expérience, au sens propre. Oui. Moi j'étais quand même, je sais pas, 45 ans ou 40 ans, je sais pas l'épée, on ne va pas raconter. À chaque fois qu'on avait un doute ou une certitude qu'il y avait un problème avec un médicament, il y a eu des unités de pharmacovigilance à la paix. Et à chaque fois, on nous envoyait un médecin qui était là pour enterrer les choses. Chaque fois, dans le dossier, il ne trouvait pas ce qu'il fallait. On n'avait jamais aucun retour. Par contre, on avait les 10 ou 15 pages à remplir. Donc, il est évident que dans la mesure où il n'y a jamais aucun retour et qu'on vous explique que non, c'est vous qui n'avez pas fait, enfin, c'est votre interne ou peu importe, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, mais non, il n'y a aucun souci. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, les médecins le font plus. Et là, honnêtement, en tout cas dans les hôpitaux publics, en tout cas à la paix, ne généralisons pas, après tout, c'est peut-être pas pareil à l'extérieur, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en avait assez et que vraiment, il fallait un énorme truc pour qu'on se dise, on va prendre le téléphone et de toute façon, on nous envoyait l'attaché qui nous expliquait qu'on était les derniers des nuls et qu'on avait fait une erreur de diagnostic. Il n'y a pas de pharmacovigilance en France. N'écoutez pas un mot de ce qu'on vous raconte des centres régionaux, du centre national, etc. Il y a des postes qui sont payés pour ça. C'est le tonneau des Danaïdes, les informations qu'on peut jeter dedans avec beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, passer beaucoup de temps. Vous remplissez le tonneau, il n'y a pas de fond, il n'en sort jamais rien. Un tonneau sans fond. Alors c'est peut-être là-dessus qu'on va s'arrêter, Nicole, parce qu'évidemment, on a encore dépassé le temps et je vais me faire houspiller par la régie, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. L'autre possibilité, c'est de couper en deux et de le faire en deux fois. Oui, non, on va pas faire des... Non, on n'est pas qu'on continue et qu'on passe l'émission. On va s'arrêter là et puis on va se donner rendez-vous pour la prochaine émission, en tous les cas, Nicole. Merci à nos deux invités. J'espère que vous, Élise, vous serez aussi brillante pour nous trouver des invités de l'Atlas de la gentillesse et de l'humanité de ces personnes. On fera notre possible, Nicole.